Il est de retour. Donald Trump en 2025, son nouveau mandat devrait marquer un tournant décisif dans la géopolitique américaine. Fort de son slogan America First, les États-Unis sont susceptibles de réorienter leur politique étrangère vers une approche plus unilatérale, privilégiant les intérêts nationaux au détriment des engagements multilatéraux. Horrible conservateur qui détruit les acquis pour les uns, Messie incarné qui va apporter la paix dans le monde pour les autres, Trump arrive dans un monde qui n'a plus rien à voir avec la fin des années 2010, un monde marqué par l'incertitude, mais aussi par les luttes et une concurrence impitoyable à l'international, que bien des dirigeants ont peine à suivre. La guerre en Ukraine, pour ne citer qu'elle, a eu l'effet d'un accélérateur sur une tendance globale. Les puissances reconsidèrent et remettent en avant leurs intérêts, de nouvelles initiatives économiques se forment, d'autres se ferment, tandis que le réalisme et l'opportunisme politique s'imposent de plus en plus dans un monde post-guerre froide, autrefois porté par un idéalisme universel, et la fin de l'histoire de Fukuyama. Mais finalement, n'est-ce pas là le monde parfait pour Donald Trump? Un monde fait de calculs, de concessions, d'équilibre, d'autorité, un monde où les puissants écriront l'histoire et où les plus faibles disparaîtront. Un monde où la thalassocratie américaine s'adaptera indéniablement aux réalités globales pour défendre ses intérêts avec vigueur, lâcher ses poids inutiles et se concentrer sur son futur. Dans cette vidéo, on va volontairement faire l'impasse sur la politique interne aux États-Unis, qu'on abordera peut-être ultérieurement, pour se concentrer sur la politique internationale tout en synthèse. 2025 arrive et personne n'est prêt. Quand on construit une vidéo, la majorité de nos sources proviennent de l'anglais. Cela permet de s'ouvrir sur l'international et donc d'avoir une multitude d'informations qu'on ne peut tout simplement pas trouver en français. Maîtriser au moins l'anglais aujourd'hui, c'est essentiel. Et c'est là qu'intervient Babel, qui vous permettra de débuter ou perfectionner des langues. Babel, c'est une application disponible sur votre navigateur et smartphone qui propose 14 langues avec des exercices régulièrement mis à jour. Vous allez acquérir du vocabulaire de base utile dans des situations réelles, des notions de grammaire mais aussi culturelles. Vous avez les langues les plus populaires comme l'anglais ou l'espagnol, mais aussi de plus en plus de langues plus originales, dont le turc, l'indonésien ou encore le russe. Que ce soit pour améliorer ses compétences, préparer ses études, un voyage, la force de Babel, c'est sa courbe de progression. Vous débutez la langue de votre choix, Babel s'adapte à votre niveau et vous permet ensuite de maintenir une régularité avec des leçons et des exercices de mémorisation, de la reconnaissance vocale, du podcast et même des cours en ligne. Le contenu devient de plus en plus pointu et vous ouvre de nouvelles portes. Une langue, c'est un investissement et Babel propose une solution par abonnement au mois, à l'année, mais aussi un abonnement à vie. Jusqu'au 9 décembre, vous avez jusqu'à 70% de réduction sur certains abonnements en cliquant sur le lien en description. Commençons déjà par poser 3 bases. Le mandat de Donald Trump dure 4 ans. Un laps de temps relativement court pour asseoir une politique concrète à long terme, mais suffisante pour y semer les bases. Il suffirait qu'en 2028, un politique en totale opposition, républicain ou démocrate, revienne au pouvoir pour anéantir tout changement. C'est pourquoi ce mandat va probablement prioriser le verrouillage et l'assise interne de ce qu'on pourrait appeler le Trumpisme. Ça, on en parlera en temps voulu. L'objectif étant de pérenniser cet héritage plus que se concentrer sur des changements drastiques à l'international. Deuxième point, les États-Unis demeurent un empire thalassocratique. Concept théorisé par Alfred Mann, ça on en parle dans de multiples vidéos, et ce n'est pas prêt de changer. L'empire thalassocratique implique un volet de hard power avec une présence militaire constituée de bases dans le monde entier et une force de projection dont le pilier est l'US Navy. Lors de son premier mandat, Trump n'a pas abandonné le maintien de cet empire, à l'exception qu'au lieu d'un investissement américain humain et financier, il préconise celui de ses partenaires, japonais, coréens, philippins en Asie, mais l'exemple le plus connu, ce sont les exigences pour que les membres de l'OTAN alignent leur budget militaire à minima sur les 2% du PIB exigés et prennent en charge leur défense, une mesure sur laquelle il est revenu en meeting en 2024. On associe souvent Trump à l'isolationnisme américain. Le terme exact serait plutôt qu'il n'est pas favorable à l'interventionnisme. Trump n'a déclenché aucune guerre lors de son précédent mandat. Mais America First, c'est la défense des intérêts américains à l'instant T et pas ceux des frontières de 1898. Pour comprendre cette logique d'un empire qui évolue, je vous invite à regarder du côté du stratégiste et conseiller américain Edward Luttwak, qui a écrit plusieurs ouvrages dont La grande stratégie de l'Empire romain du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. Cet ouvrage relate la mise en place des protections des périphéries de l'Empire romain par le limes et le parallèle est fait avec l'Empire américain, adossé sur la théorie du Rimland de Spikeman qui constitue les bornes géographiques de ce limes contemporain qui vise à endiguer les puissances continentales.
Troisième point, l'empire thalassocratique, c'est aussi du soft power, orienté autour du commerce et de l'innovation. Encore une fois, l'économie américaine est fortement dépendante du commerce maritime. Ses exportations représentent 10% de son PIB. Le Canada, le Mexique, la Chine, le Japon, l'Allemagne, la Corée, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Brésil et l'Inde constituent ses principaux clients. Les importations américaines représentent 12,2% du PIB, 80% empruntent la voie maritime qu'il faut protéger, on en revient à la force de projection. Le commerce, c'était déjà un pilier de la politique de Donald Trump, que ce soit avec la guerre économique contre la Chine dans le milieu des véhicules et des semi-conducteurs, mais aussi contre l'Union européenne et ses droits de douane. Le monde entier, sans exception, est un vaste marché qui sert à écouler les produits et les ressources américaines. Donald Trump sera donc impitoyable dans les négociations face aux dirigeants qui ne maîtrisent pas cette dynamique. En 2024, le soutien d'Elon Musk aux côtés de Trump vient plus que jamais représenter l'innovation. Vous connaissez tous SpaceX qui a réussi l'exploit récent de récupérer le premier étage de Starship, Tesla qui fait non seulement des véhicules électriques mais aussi, et c'est moins connu, du stockage d'énergie, et Starlink, fournisseur d'accès au réseau par satellite. On a là une véritable triade qui maintient les États-Unis en tête dans le domaine de l'innovation, notamment face aux rivales chinois. Le propre de la politique internationale de Donald Trump, c'est de ne pas surfer sur l'ambiguïté ni de caresser les partenaires dans le sens du poil. Il va falloir s'attendre à une politique beaucoup plus directe à l'égard des défis en cours dans lesquels les États-Unis sont engagés. Cela devrait se traduire au Moyen-Orient par un soutien inconditionnel à Israël. Il est probable que, comme lors de son précédent mandat, la priorité sera donnée contre l'Iran et son axe de la résistance. Trump ayant déjà reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, la question palestinienne qui faisait débat, souvenez-vous, chez les démocrates, pourrait être balayée d'un revers de la main. En témoigne d'ailleurs la nomination de Elise Stefanik comme future ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Trump tentera probablement de réanimer les accords d'Abraham et donc la normalisation des relations avec Israël et les alliances avec les monarchies du Golfe. La tâche ne sera guère aisée après la guerre à Gaza et au Liban, mais surtout les puissances arabes de la région se sont désignées comme non alignées ces dernières années. Souvenez-vous de notre vidéo sur la nouvelle stratégie de l'Arabie Saoudite et l'extension des BRICS avec l'entrée de l'Égypte et des Émirats et la candidature en attente de l'Arabie Saoudite. En septembre 2019, les Houthis avaient pris pour cible des installations pétrolières saoudiennes. Ils s'attendaient à ce que l'administration Trump défende le royaume. Mais elle ne l'a pas fait. Washington n'y voyant pas d'intérêt car l'incident avait peu d'impact sur les importations de pétrole des États-Unis, tout comme le blocus Houthi sur le golfe d'Aden qui dérange davantage les flux entre l'Europe, la Chine et l'Inde que ceux des États-Unis. America First. Les Émirats arabes unis ont déjà déclaré qu'ils ne prévoient pas de reprendre les négociations avec les États-Unis concernant un accord de plusieurs milliards de dollars pour l'achat d'avions de combat F-35, quel que soit le vainqueur des élections. En fait, en dehors des intérêts nationaux vitaux et surtout de la sécurité d'Israël et donc l'endiguement de l'Iran, le Moyen-Orient ne présente aujourd'hui que peu d'intérêt pour les États-Unis. La région représente moins de 5% de l'économie mondiale, dont une grande partie provient des exportations d'hydrocarbures. Et c'est d'ailleurs ce manque d'intérêt qui a permis la normalisation des relations entre la Syrie et les pays arabes. Évoquons maintenant l'Europe, mais toujours America First. C'est le stratégiste George Friedman qui le souligne. Quand Trump parle de l'Europe, il n'évoque non pas l'Union européenne, mais l'ensemble géographique européen, constitué de nations dont certaines font partie de l'OTAN, de l'Union européenne et d'autres non. C'est ce qui nous amène à son approche sur la guerre en Ukraine, qui pour le moment n'est que spéculation. Lors de sa campagne, Trump a mis l'accent sur la fin de l'application des États-Unis dans la guerre en Ukraine. Il a répété que la guerre était une affaire européenne et que la responsabilité de défendre l'Ukraine incombait à l'Europe et non aux États-Unis, tout en laissant ouvert la possibilité de prolonger le soutien des États-Unis si cela était dans leurs intérêts. L'Ukraine, on l'avait déjà expliqué, est un territoire clé en Europe qui permet tantôt de cloisonner la Russie et pour la Russie d'avoir une assise solide sur le continent et la mer Noire. Mais encore une fois, cela n'affecte pas l'avenir des États-Unis. Des gains russes, même partiels en gelant le front actuel, n'auraient pas d'impact sur les États-Unis. L'Europe a un PIB de plus de 27 milliards de dollars, les États-Unis de 29 milliards de dollars. Pour Trump, si l'Europe est vraiment préoccupée, ne pourrait-elle pas payer elle-même pour le conflit? Et même si l'Europe ne possède pas les moyens militaires des États-Unis, Trump considère ici que ce n'est qu'une excuse de plus pour envoyer la facture aux Américains.
l'Europe étant suffisamment riche, peuplée et en théorie tout à fait capable de se défendre et s'organiser si elle le souhaite réellement et si la menace est véritablement sérieuse. Trump veut tourner la page. On revient ici aussi sur la distinction entre les États-Unis et l'OTAN qu'on a connue lors de son premier mandat qui pouvait sembler paradoxale, mais qui est en fait à voir dans la transition d'une époque vers une autre. L'OTAN veut rester un bloc de puissance uni. Les États-Unis, eux, veulent défendre leurs intérêts. Parfois ceux-ci convergeront, mais Trump ne veut pas financer la défense des membres ni isoler complètement la Russie, qui depuis des années s'est aussi considérablement alignée du côté de la Chine, car Trump prend aussi en compte le théâtre du Pacifique. En 1945, l'Europe était brisée par la Seconde Guerre mondiale et les États-Unis craignaient que leurs intérêts ne pâtissent de la chute de l'Europe aux mains de l'Union soviétique. C'est ce qui a mené à la constitution de l'OTAN, avec une présence militaire américaine et surtout la facture des Américains, autant dans le militaire que dans le civil, pour préserver l'Europe de l'Ouest de l'influence soviétique. Mais la configuration aujourd'hui est totalement différente. Pour des raisons démographiques, idéologiques et financières, la Russie contemporaine n'est plus pour les États-Unis un critère valide qui justifierait les dépenses américaines comme l'était le bloc de l'Est. Cela étant dit, même si Trump et Poutine semblent s'accorder sur la reprise d'un contact, il est peu probable que le conflit en Ukraine se règle d'un claquement de doigts en 24 heures. Quid des décisions de l'Ukraine et des autres pays européens qui pourraient d'ailleurs voir ici un moyen de renforcer leur propre politique. Et l'Union européenne, parlons-en. Trump, lors de son premier mandat, l'a vivement critiquée puisqu'elle faisait obstacle à sa politique commerciale. La politique économique et commerciale de Trump est très simple, l'Europe c'est un marché. Il faut donc privilégier les produits américains et se protéger des produits européens. Les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Union européenne avaient déjà entraîné des représailles de la part des pays européens. La guerre économique avec l'Union européenne est une réalité et Trump cherchera à renégocier des accords avec l'Union. Contrairement aux administrations précédentes qui ont favorisé le multilatéralisme, il privilégiera probablement des relations directes entre États qu'il juge plus fiables afin de constituer des accords séparés, ce qui pourrait d'autant plus fragiliser la politique commerciale de l'Union européenne. Ukraine et guerre économique, c'est là la hantise des membres de l'Union. Le sommet de Budapest, le 7 novembre, était d'ailleurs un appel au président américain à poursuivre la politique traditionnelle en Europe. Pas sûr que Donald Trump, élu sur un programme totalement à l'opposé, y réponde favorablement. On dédiera une vidéo spéciale sur la relation sino-américaine et le Pacifique, donc j'aimerais évoquer maintenant les grands oubliés des meetings de Trump. Outre la promotion des droits humains et la lutte contre le changement climatique qui sont l'apanage des démocrates, le grand absent de la politique de Trump, c'est l'Afrique. La politique américaine en Afrique a connu un regain d'intérêt sous le mandat de Biden. J'avais fait une vidéo sur le retour de la Chine en Afrique où j'expliquais tout ça. Les États-Unis avaient revu leurs investissements à la hausse, 55 milliards de dollars sur 3 ans, et se positionnaient comme alternative à la Chine. La construction du corridor de Lobito visait à se fournir en métaux rares, le seul échec américain ayant été le retrait militaire du Niger qu'on avait aussi énoncé. Reste à voir si l'administration Trump, dans le cadre de la rivalité avec la Chine, continuera cet effort ou renoncera pour placer ses ressources ailleurs. Comme l'OTAN, comme l'UE, comme n'importe quelle entité supranationale, l'ONU ne fait pas exception à la règle et en 2018, les États-Unis sont devenus le premier pays à quitter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Trump a également suspendu le financement de plusieurs agences de l'organisation, notamment le UNFPA et l'UNRWA, les jugeant incompatibles avec la politique américaine, notamment vis-à-vis d'Israël. L'America First continue également avec le retrait du Paris Agreement, balayant la politique sur le climat et favorisant l'innovation technologique et la production américaine, Trump ayant seulement utilisé l'ONU à son avantage pour voter des sanctions contre la Corée du Nord et l'Iran. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait profondément redéfini la géopolitique internationale, mais avait été stoppé net par la victoire des démocrates. Le mandat Biden n'aura probablement dans l'histoire qu'une allure de parenthèse, le barreau d'honneur nostalgique d'une époque maintenant révolue. La relation de Trump avec les puissances est marquée par une approche unilatérale et un pragmatisme calculé au détriment des instances supranationales qui ont connu leur âge d'or à compter de la fin de la guerre froide et qui ont fait partie intégrante d'ailleurs de la stratégie américaine. Mais l'Amérique, en 2025, n'est plus là pour sauver le monde ni instaurer la démocratie.
L'America First guide sa politique étrangère axée sur les intérêts nationaux, souvent au détriment des engagements multilatéraux et de fait au détriment d'un ordre unipolaire qui pour Trump a coûté bien trop cher aux États-Unis. Cela ne signifie pas que les États-Unis s'isolent sur la scène internationale ou qu'ils demeureront passifs. Au contraire, Trump adapte le rôle des États-Unis dans un environnement mondial contemporain. L'importance de l'économie et du commerce est loin de sonner la fin de l'empire thalassocratique. La promotion de l'innovation est une réponse directe à la course des puissances et notamment avec la Chine. Mais si les États-Unis poursuivent leur transition et s'adaptent à ce nouveau monde, la question qui reste en suspens est qui s'adaptera et qui périra. C'est tout pour cette vidéo, on reviendra bien entendu sur la géopolitique américaine et des éléments qui n'ont pas été évoqués comme le théâtre du Pacifique. Là ce n'était que de la prospective et de la synthèse et je vous invite bien entendu à compléter l'ensemble de votre côté avec les nouvelles informations qui arriveront. Merci encore à Babel d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'une langue c'est un investissement considérable, Babel est là pour vous aider et jusqu'au 9 décembre vous avez jusqu'à 70% de réduction sur certains abonnements en cliquant sur le lien en description. Merci encore à tous pour votre fidélité et à la prochaine.